Les amis, la voix est enrouée aujourd'hui. Mais le cœur y est, le cœur est chaud, malgré la température dehors qui n'est pas ce qu'elle est, alors qu'on est au jour où on tourne cette interview. Le 3 juin, nous sommes début juin et on attend encore l'été. Mais c'est pas grave, l'été se fait sur ces interviews. Alors, cette semaine, c'est un petit peu particulier. C'est non seulement le champion du monde de sa catégorie à la FISM, mais c'est en plus le Grand Prix cette fois-ci. Donc on a le grade suprême pour cette interview. Je suis hyper heureux de l'avoir. Surtout que c'est le premier représentant d'une magie qui me plaît énormément, que j'arrive à voir sur cette chaîne, un des représentants de la magie nouvelle aujourd'hui. Euh, Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements chez vous et en silence chez nous pour Laurent Piron. Comment ça va, Laurent? Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien, heureux d'être là. Eh ben écoute, moi ça me fait très très plaisir que tu sois là vraiment parce que non seulement le contact a été hyper simple pour t'avoir et puis je suis hyper heureux parce qu'il y a assez peu d'interviews en fait de toi qui traînent sur internet en faisant mes recherches. Donc merci de prendre le temps de passer cette heure avec nous. Euh, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être que le nom de Laurent Piron ne résonne pas dans les oreilles de tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaîtraient éventuellement pas? Eh bien, je suis Laurent Piron, j'ai 37 ans, j'habite près de Liège en Belgique. Je suis magicien depuis presque 20 ans maintenant. Et il y a une dizaine d'années, toute mon équipe, on s'est intéressé à la magie nouvelle, ce qui nous a fait évoluer dans une magie un peu différente. Et cette magie m'a permis, il y a 2 ans, de remporter les championnats du monde de magie FISM, comme on vous l'a gentiment expliqué. Voilà, et je pense qu'on va passer une petite heure ensemble pour pouvoir approfondir tout ça. Et C'est ça va ça. être Eh bien, tu sais quoi, commençons par là. Commençons par la magie nouvelle. Est-ce que euh, on peut parler de ce que c'est la magie nouvelle? Tu peux nous dire ce que c'est? Ouais. Alors, la définition en soi de la magie nouvelle est à la fois un peu compliquée, mais très simple. Je vais d'abord vous donner la version un peu compliquée. La magie nouvelle est un art dont le langage est le détournement de la réalité dans le réel. Jusque-là, ça peut paraître un peu compliqué, mais on va simplifier tout ça. Le détournement de la réalité dans le réel, c'est ce que nous, on va appeler la magie. C'est-à-dire, on est dans le réel, on est tous dans notre réel. Et avec des trucages, avec des procédés d'illusion, on va arriver à détourner cette réalité pour rendre une réalité, pour créer une réalité différente. Donc, si on considère que ça est la magie, la définition devient la magie nouvelle est un art dont le langage est la magie, ce qui devient beaucoup plus simple Hmm. à comprendre. Et maintenant, bon, il y a la notion quand même de langage qui n'est pas toujours évidente à vraiment percevoir. Et qu'est-ce qui fait d'un art un langage? Et c'est très compliqué. C'est quelque chose qui prend des années aussi à appréhender, à voir comment travailler tout ça. Mais voilà, la magie devient un langage théâtral. C'est une façon de raconter une histoire. Elle est là pour illustrer le propos qu'on a envie de raconter durant nos spectacles, nos performances, mais dans plein Hmm. d'autres aussi. Et donc voilà, là, en soi, la définition de la magie nouvelle est très simple. La magie devient un langage. Après, la difficulté, ça va être comment l'utiliser et comment en faire un réel art et comment en faire une proposition théâtrale intéressante. Est-ce que tu as l'impression que la magie, pas nécessairement la magie nouvelle, mais vraiment la magie de manière générale, se suffit à elle-même pour être considérée comme un art? Ou est-ce qu'il y a besoin de l'allier à d'autres choses comme le théâtre, comme la danse, comme le peut le faire Valentine Losso par exemple, comme le théâtre, comme tu peux le faire toi, mais comme peut le faire Yann Frisch aussi par exemple? Est-ce que tu as l'impression que ça se suffit à soi-même pour être considéré comme un art, ou il y a besoin de l'allier à d'autres choses? Alors, je veux dire, oui, ça se suffit la magie, ça suffit en elle-même pour être un art. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et le problème aussi, c'est comment la magie, de manière générale et globale, est utilisée. Parce que c'est un sujet un peu tabou, un peu difficile parfois à entendre en tant que magicien. Mais malheureusement, le constat est là. C'est que la magie est un des seuls arts qui s'achète. C'est-à-dire que fondamentalement, quelqu'un qui n'y connaît rien en magie, il prend un billet de 500 euros, il va dans n'importe quelle boutique de magie, il s'achète 10 tours de magie, il rentre chez lui, il les travaille plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des tours qui vont être automatiques, il y a des tours qui vont falloir travailler un petit peu, il y a des tours qui vont falloir travailler beaucoup. Et après X heures, jours, peut-être semaines maximum de travail, un spectacle est là et la personne peut se considérer magicien parce qu'en fait, il a dépensé 500 euros de tour de magie. Ouais. Mais est-ce que ça suffit à être un art? Là est toute la question. Est-ce qu'un groupe de cover est une performance artistique? Alors oui, parce que ça reste de la scène, ça reste... il faut un certain showmanship, il faut tout ce qu'il y a autour pour être sur scène, mais est-ce qu'on peut se considérer artiste quand on va dans une boutique de magie, acheter 5 tours,
et les performer. Alors, c'est un sujet qui est très long, qui peut se discuter avec plein de gens de plein de façons différentes. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne réponse, mais c'est un constat qui est là, qui malheureusement est vrai. Et en parlant avec plein d'autres magiciens, il y en a même qui m'ont dit c'est encore pire. Il y a des magiciens, la magie est un des salaires où, sans avoir aucun talent, on peut avoir une standing ovation. Oui, Et c'est vrai. c'est C'est vrai. vrai. Parce que quelqu'un qui n'a aucun talent, mais qui achète une méga illusion incroyable, il va pouvoir avoir une standing ovation, alors qu'en fait, il n'a rien fait du tout, à Mm. part faire des mouvements magiques, à part avoir une assistante qui arrive à se plier correctement, et à part avoir dépensé 20 000 euros dans une grande illusion. Ouais. Le constat est là. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait aussi, et entre guillemets, à juste titre, que la magie n'est pas toujours très bien reconnue dans le milieu artistique. Et j'ai envie de dire, je ne peux pas leur en vouloir, parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas les pourcentages, je ne peux pas les savoir. Est-ce que c'est 50, 80, 95% de magiciens qui, en fait, n'ont jamais créé un seul tour et ne font que de la réappropriation de tours d'autrui? Je ne sais pas dire, mais c'est quand même ce qui se fait beaucoup. Et c'est là aussi où la magie nouvelle a voulu amener quelque chose de différent, en se disant, bah, on va arrêter de baser toute la magie sur un trucage et sur un tour qu'on va faire à un spectateur, sur une sorte de puzzle qu'il y a entre ce magicien qui connaît le secret et le spectateur qui ne connaît pas le secret. Et entre guillemets, c'est la seule chose qui sépare le magicien du spectateur, c'est le culte du secret. C'est moi je sais, vous ne savez pas, regardez ce que j'arrive à faire. Alors qu'en magie nouvelle, on a mis ça de côté, on s'est dit non, non, la magie, en fait, ça peut être bien d'autres choses. La magie peut aider à créer des images, peut aider à créer des univers, peut aider à créer des émotions. Et on va utiliser la magie d'une façon théâtrale, dans une vraie création théâtrale, pour en faire, du coup, un art plus affirmé, quoi. Et Mm. c'est la magie nouvelle. Parce que je pense à une interview que tu as donnée pour la RTBF. Mhm, Tu disais justement que dans la magie nouvelle, on s'en foutait du trucage. L'important, c'est l'émotion magique. Je prends en référence mentale, je suis allé le revoir il y a quelques jours, Le bruit des loups d'Étienne Saglio. mhm, Quand on voit cette belette se déplacer toute seule, il n'y a pas un seul moment où on se dit pas qu'il n'y a pas de fil, et pourtant on se laisse embarquer dans cette absolument. émotion qui est là. Euh, c'est quoi l'émotion magique pour toi? L'émotion magique quoi, de la belette, tu veux dire? Non, non, pas de la belette, mais je veux dire, tu vois, quand tu dis que on s'en fiche en fait du trucage, l'important c'est l'émotion magique. C'est quoi? C'est l'émotion qu'on arrive à transmettre avec ce qu'on est en train de faire, avec l'image qu'on est en train de créer, avec le tour qu'on est en train de réaliser. Il y a une émotion qui va se transmettre. Hmm, Si on intègre ce tour de magie à une vraie mise en scène, un vrai propos artistique, on arrive à sortir des émotions bien plus fortes que juste en étant un magicien qui va faire un tour à un spectateur. hmm. Et tout est là-dedans, et tout joue là-dedans. Et moi, j'ai eu des émotions incroyables dans des théâtres en voyant des spectacles de magie nouvelle, et des spectacles de magie moderne aussi, et des spectacles de danse, et des spectacles de comédie musicale aussi, hein. Donc, ça va dans vraiment dans tous les arts, mais l'émotion qu'on arrive à ressortir, l'émotion qu'on arrive à faire vivre à notre spectateur, c'est là on va réussir à les toucher, à faire passer notre propos, à faire passer notre message, parce que l'émotion est un moyen incroyable pour faire passer des messages. C'est quoi le propos et le message que tu veux faire passer dans ta magie, toi? Alors, il y a plein, j'en ai plein, ça dépend des spectacles évidemment, parce que chaque spectacle a son propos, et ce propos évolue aussi d'un spectacle à l'autre, évidemment. Là, sur la dernière création, qui est notre spectacle Team, on parle de, en fait, tout le spectacle, l'heure du spectacle, se résume, entre guillemets, aux 3 secondes qui sont arrivées dans ma tête le jour où j'ai appris que j'allais devenir papa. Ok. Et donc, le spectacle commence comme ça. Alors, c'est scénarisé, évidemment, mais le spectacle, c'est je reçois une lettre, j'ouvre la lettre, je sors une échographie, on me voit un peu changer de couleur, voilà, on se fixe sur moi, on entre dans mon œil, on passe dans ma tête, on arrive dans cet univers de boîte qui est l'affiche du spectacle, pour au final me voir arriver sur scène en lévitation et tomber dans cet univers de boîte. Et le spectacle commence. Et ça, voilà, c'est vraiment ce moment où j'ai appris que j'allais devenir papa. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, toutes les peurs que j'ai pu avoir, les angoisses, les questionnements que j'ai pu me faire, qu'est-ce qui va se passer? Ma vie est en train de changer complètement. Et donc, on a retranscrit ça sur 1 heure de spectacle. C'est intéressant ça aussi de se dire que ben on peut parler de ses angoisses, on peut parler Absolument. de ses peurs grâce à la magie, tu vois, dans une époque où ceux qui font ça, en fait, sont dans la dissidence, parce que tout le monde veut aller nécessairement dans de l'ultra good vibe, Mhm. voilà, dans de la surpositivité. En fait, et ils le font très très bien pour un certain nombre, du divertissement pour du divertissement, c'est-à-dire juste quelque chose comme ça qui est plus ou moins, je dirais pas gratuit, mais
du moins qui va pas chercher des zones un peu d'ombre. Mhm. Est-ce que toi, du coup, c'est un travail que tu aimes faire, aller chercher les zones d'ombre pour les rendre au public grâce à la magie, ou est-ce que tu essaies de prendre ces zones d'ombre et de les remettre sous une lumière positive? Alors, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que le thème de la peur a commencé en 2017 sur la toute première création. J'étais en formation justement en magie nouvelle. On est en D'accord. train d'écrire le premier spectacle qui s'appelait Battement de peur. Ouais. Où là, on avait vraiment eu comme choix, on va parler des peurs et des différentes peurs. Et donc, on a créé ce spectacle en 2017. Et c'était un spectacle qui était effectivement assez sombre. Par le sujet, par l'ambiance musicale, par tout ça. C'était un spectacle qui était un peu dark, mais qui était quand même accessible à un public à partir de 8, 9, 10 ans. Et ce spectacle a tourné pendant quelques années. Et puis ce qui s'est passé, ben, il y a le Covid qui est arrivé, le spectacle s'est mis en pause. Et à la sortie du Covid, on a commencé à avoir nos titres. Et donc on a commencé à nous demander, ah, on aimerait bien votre spectacle, on aimerait bien votre spectacle. Or, on se rendait bien compte que le spectacle Battement de peur n'était pas vraiment. Déjà, il n'était pas abouti comme on le voulait. On a toujours voulu ajouter des choses, on n'a pas eu le temps, l'argent et tout pour aboutir le spectacle comme on le voulait. Que ce n'était pas le spectacle qu'on a envie de tourner à ce moment-là. Mais par contre, qu'on n'avait pas le temps de recréer un spectacle à partir de zéro parce qu'il nous fallait un spectacle assez rapidement. Et donc, ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on s'est mis autour d'une table avec toute l'équipe et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait tous vécu la même chose dans les 2, 3 années de Covid, c'est qu'on était tous devenus parents. C'est-à-dire que ce soit moi, que ce soit Hugo, qui est mon associé, metteur en scène et qui nous aide, que ce soit Olivier, qui est un des régisseurs plateau, que ce soit, on était tous devenus parents et donc on s'est tous dit, en fait, là, c'est un truc, il y a un truc à jouer. On a tous vécu ça ces dernières années. On va prendre le spectacle Battement de peur qui parlait de la peur d'une manière générale et on va le grossir, en faire ce qu'on a toujours voulu, ajouter tous les effets dont on parle depuis des années, mais on se dit, ah, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas tout ça et recréer, garder la structure globale du spectacle qui fonctionnait quand même plutôt bien, mais on va l'ouvrir, on va l'éclairer, on va le rendre un peu moins sombre et on va parler toujours de la peur, toujours des angoisses, mais d'une façon un peu moins dark, quoi. Et c'est ce qu'on Ouais. a fait, du coup. On a recréé le spectacle complètement, on a gardé les séquences qui fonctionnaient, on a rajouté plein de nouveautés, on a changé complètement la scénographie, mais on garde cette âme on parle des angoisses, on parle de la peur, mais d'une façon plus joyeuse et plus tout public. Et en faisant ça, on a réussi à casser complètement ce côté sombre, dark et tout ça. Et là, on a à partir de 5, 6 ans, ce qui me semble être un bon âge pour démarrer le spectacle de magie. Et oui, et pour revenir à la question de base de la peur, est-ce que c'est quelque chose qu'on a été chercher? Non, c'est un thème qui est très intéressant. C'est un thème qui correspond bien aussi à nos envies à ce moment-là. C'est quelque chose où on avait des choses à raconter. Et oui, on a continué là-dedans. Et c'est vrai que la magie nouvelle, la peur, c'est une belle émotion, une émotion qu'on arrive facilement à travailler, à titiller. Et Hmm. voilà, on aime vraiment beaucoup ça. Tu parlais de parentalité. Alors, on va pas rentrer dans le détail de qui, de quoi, de comment, mais je suppose que quand on a un petit bambin chez soi, qui évidemment est à l'âge où la créativité et l'imagination ne sera en fait jamais aussi haute que ça plus tard dans sa vie, est-ce que toi, ça t'aide pour ta propre créativité, pour ta propre imagination de voir ton enfant, ou est-ce que en fait, bah, tu juste, t'es content qu'il soit là évidemment, mais ça n'influe pas sur ta façon de faire de la magie? Évidemment, sur la création d'un spectacle, sur la parentalité, c'est évident qu'elle m'a influencé. Mm. Parce qu'on parle de ça aussi dans le spectacle. Le spectacle commence avec une toute petite marionnette en boîte qui prend vie et qui va grandir tout au long du spectacle. Donc ça représente aussi ben, l'enfant qui nous accompagne, les peurs qu'on peut avoir. D'abord, ben, les peurs de est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je fais les choses bien? Qu'est-ce qui se passe quand justement cet enfant est en crise et aussi ce côté papa complètement perdu qui ne sait plus quoi faire parce qu'il n'arrive pas à les calmer. Enfin, oui, on parle de plein de choses, de plein de vécus et évidemment, elle a été une énorme source d'inspiration. Après, j'ai envie de dire, c'est pas réellement une source d'inspiration magique à ce niveau-là, c'est plus une source d'inspiration de dramaturgie et de qu'est-ce que j'ai envie de raconter et quels ont été les moments qui m'ont impacté dans ma vie de papa et comment j'ai pu, qu'est-ce que j'ai envie de raconter à ce niveau-là. Mais Mm. de manière magique, c'est clair qu'un enfant, c'est une source de tellement de joie, de tellement de bonheur, de tellement d'insouciance et tout ça que oui, ça nous influence dans notre création à tellement de niveaux. Parce que tu vois, enfin, je sais pas, hein, moi je me dis, enfin, c'est ma manière de créer quand je crée, c'est-à-dire mon environnement et les réflexions me créent une image dans la tête et je cherche comment retranscrire cette image-là au plateau et à l'intégrer à une dramaturgie ou l'inverse. Mais en Mhm. fait, cette image-là, je me dis que quand on voit je dis n'importe quoi, hein, mais quand on voit un gamin
sur un balai et qu'il est en train de s'imaginer voler au-dessus de je sais pas quoi et tout, on se dit, ah putain, mais c'est génial en fait. Comment est-ce que je pourrais, moi, faire en fait voler un balai ou comment est-ce que je peux l'intégrer à une dramaturgie, tu vois? Ça va dans ce sens-là aussi, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Et puis, c'est des réflexions aussi. C'est le fait qu'à cet âge-là, en plus, elle a 5 ans et demi, la mienne, bientôt 6. Ah Donc, elle ouais. est plein dans. Juste avant que justement sa pensée magique commence à se détruire de petit à Ouais, petit. ouais, Pour elle, ouais. la magie existe, la magie est là. Et, euh, et tout est possible, du coup. Et ça, c'est un moment où on se dit, mais quelle chance elle a. Quelle chance elle a. Si seulement on pouvait garder ça à vie. Alors, ça serait catastrophique, je pense, si on le gardait vraiment à vie. Mais j'avais dire, c'est que c'est insouciant, c'est tellement agréable et tellement gai à voir dans les yeux d'un enfant que. En même temps, il y a un côté tragique hein, de se dire, elle est juste au moment où dans quelques temps, ça va se détruire, quoi. Enfin, ça va, ce truc-là. Ouais, c'est fou parce qu'en fait, ça nous fait, en tant que parents, en plus, on se sent vieillir parce qu'on la voit grandir et du coup, on se sent vieillir, mais on se dit, mais elle grandit tellement vite, donc ce sera tellement vite fini que oui, c'est un peu, on commence déjà presque à être nostalgique d'un moment qui n'est pas encore, mais on se dit, tellement y arriver rapidement. Hmm. Ouais, ça peut flippant parfois. Je repense à l'interview que j'avais faite de Boris Wilde il y a quelques temps, où il disait, alors j'ai plus la phrase exacte et on m'en pardonnera, mais l'idée était celle-là, qui était que la magie en fait était une pratique qui était agressive puisqu'elle visait à déformer le réel des gens, alors que en soi, bon, on parle pas de spectacle parce que s'ils sont à un spectacle, ils viennent voir le spectacle, ils savent à quoi s'attendre, mais s'ils sont en close-up par exemple ou en format corpo plus classique, c'est une déformation du réel à laquelle ils n'ont pas nécessairement consenti à la base. Et en ce sens-là, la magie est une pratique agressive. Qu'est-ce que tu penses de ça au regard de la magie nouvelle, par exemple? Ben, c'est vrai que sur du close-up, entre guillemets, je peux le comprendre parce qu'effectivement, les gens ne sont pas là spécialement pour ça. Ils sont à table, ils sont en cocktail, ils sont avec leurs copains et le magicien arrive. Hey, salut les gars, je vais vous faire de la magie. Bam, bam, bam. Mais non, ça, entre guillemets, on parle de divertissement et je pense que ça, c'est très bien dans ces conditions. C'est que Hmm. nous, la magie qu'on fait, les gens ont la démarche de venir au théâtre, de payer leur place, de s'installer et sont en attente. Donc, c'est un rapport au public qui est complètement différent, évidemment. Sur le côté agressif, oui, je peux comprendre ce qu'il veut dire, ce côté, les gens ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, et du coup, c'est un peu pang, 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 tiens, prends ça dans ta tronche. Hein, si je prends. Mais nous, voilà, moi, c'est vrai que moi, la magie que j'aime, c'est une magie qui va être plus poétique, et ça va être plus emmener les spectateurs avec moi dans un univers surréaliste, dans un univers magique, dans un univers poétique, tout ça ensemble. Hmm. Donc, j'ai pas l'impression d'être agressif, mais je crois qu'il y a plein de magie aussi. Non, 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 bah alors on est d'accord. Mais d'ailleurs, je te le confirme, il n'y a pas à ne pas avoir l'impression d'être agressif. Tu n'es pas agressif dans ta magie. Et donc, il n'y a pas il y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Et quand tu parles de poésie et quand tu parles d'univers plus poétique, je suppose qu'en fait, toi, il n'y a pas que la magie qui t'influence dans ton process de création. Est-ce qu'il y a d'autres arts qui rentrent en ligne de mire quand tu crées? Ben, l'art principal reste la magie, c'est sûr. C'est clair que moi, il y a plein de gens en magie nouvelle qui ont un art annexe très important. Je veux parler de Yann, où il lui a fait énormément de jonglerie, Étienne Saglio aussi. C'est souvent des circassiens qui arrivent à la magie et puis qui développent la magie. Moi, c'est un peu l'inverse. J'étais un magicien qui me suis intéressé à la magie nouvelle. Ce qui est en soi un chemin un peu différent, mais intéressant. Donc moi, le langage principal reste la magie, c'est sûr. Mais oui, on va être aidé de plein de choses. On est beaucoup influencé par la marionnette ces temps-ci Hmm. pour plein de raisons évidentes. Mais aussi, ben, évidemment, le théâtre noir, qui est un processus magique qui peut être exceptionnel et si bien utilisé, on peut faire des miracles. Et puis oui, c'est vrai que nous, je travaille souvent, ben, comme tu le disais, en termes d'image, c'est-à-dire que je me crée une image dans ma tête, je me dis, ah, j'ai envie de voir ça, je verrais bien un truc comme ça, je vois déjà les couleurs des projecteurs, j'imagine déjà un peu à quoi ça va ressembler, et puis on va se dire, OK, pour réaliser ça, comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors, est-ce qu'on va utiliser une technique, cette technique-ci, cette technique-là, celle-ci, celle-là? Et en fonction, ben, on crée notre chemin, on crée notre chemin magique jusqu'à l'image que vous voulez créer. Par exemple, prenons les paperballs. Alors, on ne parlera effectivement pas de méthode et pas de technique, donc si c'est pour ça que vous êtes venu, passez votre chemin, mais pour tout le reste, restez. Comment est-ce que cette image de paperball t'est venue et comment est-ce que le process de création s'est fait et comment est-ce que tu en es arrivé à ce produit final? Alors, le process était assez long sur Paperboard, parce que ce qu'on a toujours fait, ce que moi j'ai toujours fait dans ma création magique, c'est que je commence par créer le spectacle d'une heure. Une fois que le spectacle est créé, enfin, au moins dans sa première étape,
on réfléchit, on se dit, tiens, est-ce qu'il y a dans ce spectacle un moment qu'on pourrait extraire du spectacle pour en faire un numéro visuel, pour promouvoir le spectacle à l'international d'une façon un peu plus facile, et aller faire des concours et apprendre à montrer notre travail, tout ça. Et j'avais fait ça pour mon premier numéro avec les Balmous, c'était un extrait du spectacle Très heureux du hasard. Et puis, donc, on a créé en 2017 Battement de peur. Et Battement de peur, c'était, on avait décidé, pour des raisons techniques, financières et logistiques, de faire une scénographie en carton. Et c'était toutes des boîtes en carton. Et du coup, ben, on a commencé à travailler cette matière, le carton, le papier, des matières très organiques, très naturelles. Surtout que ben, dans le spectacle, je recevais toujours cette lettre. Donc, il y avait déjà ce rapport au papier intéressant. Et donc, ben, naturellement, dans les premières expérimentations, entre guillemets, parce que avant même d'aller au plateau, créer le spectacle, on commence par faire des expérimentations, on a nos images plus ou moins en tête, on sait vers quoi on veut aller, on essaye de ben, mettre des objets, essayer des techniques, blablabla, pour voir ce que ça donne. Dès nos premières expérimentations, ben, évidemment, on a mis une feuille de papier sur le truc et on a vu que les mouvements du papier étaient très intéressants. Et donc, dans la création du spectacle, on a fait ce moment avec ce papier qui, en plus, était un moment très important pour nous dans la dramaturgie. On va en parler juste après. Mais voilà, on a créé, mis le papier sur notre technique et on a vu ce qu'on pouvait en faire. Et puis, on s'est dit, ah, maintenant, on pourrait facilement extraire ce numéro pour en faire un numéro visuel et aller présenter à des concours pour se faire connaître du grand public, des magiciens. Et puis moi, j'adorais aussi le milieu numéro visuel. C'est toujours gai d'être avec des copains sur scène, tout ça. Donc, voilà, on avait déjà une étape de travail avant de se dire on va en faire un numéro. Et donc, pour revenir, ce que je disais juste avant, à la dramaturgie du numéro, depuis le début, elle était la même. Depuis le début, Paperball, c'est l'idée qui a été mise de côté, qui revient à son créateur. Et donc, déjà dans Battement de peur, tout au début, j'étais dans un moment du spectacle où j'essayais de répondre à ma lettre, mais je n'arrivais pas à trouver les mots pour répondre à ma compagne, qui venait de m'apprendre, machin. Et du coup, je griffonnais, je chiffonnais, je me mettais derrière, j'essayais, j'arrivais pas à trouver. Jusqu'à ce qu'une petite boulette de papier prenne vie et vienne à moi. Dans un premier temps, je voulais la mettre de côté parce elle m'embête, j'ai envie de continuer à travailler, j'ai pas envie de jouer, machin, mais je vois qu'elle commence à être de plus en plus présente. Du coup, je commence un peu de familiarité avec elle, on commence à s'amuser ensemble, je la dompte, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était elle la bonne idée. Et quand j'ouvre la feuille de papier, je remarque qu'en fait, oui, la bonne idée, je l'avais déjà eue il y a une demi-heure, mais elle est là, il faut qu'elle revienne à moi, et en me disant, regarde-moi d'un autre point de vue, tu vas voir, c'est ça la bonne idée. Et du Hmm. coup, je m'en rends compte, j'en suis content, je veux la garder pour moi. Du coup, je la chiffonne, je la mets dans un bocal pour la garder pour moi. Mais comme toutes les bonnes idées, si on les garde pour soi, elles finissent par disparaître, et à la fin, elles disparaissent du bocal. Donc ça, c'est la dramaturgie de Paperball. C'est la bonne idée qui vient à son créateur, le créateur qui d'abord ne veut pas la voir, puis l'appréhende, et puis la lit, et puis veut la garder pour lui, et donc elle disparaît. Et c'était déjà exactement ça dans le spectacle Battement Peur tout au début. Mais quand on l'a extraite du spectacle, pour en faire un numéro visuel, on est arrivé sur d'autres questionnements. On a 8 minutes sur scène pour faire comprendre notre message au public. Et 8 minutes, en soi, c'est très court. Et donc, il fallait dès le début qu'à l'ouverture du rideau, le spectateur puisse se mettre au contexte, savoir qui j'étais, ce que je faisais, quel était le propos, quelle était l'ambiance générale. Et tout au début, dans les toutes premières versions, comme je disais, j'étais juste en train d'écrire sur un calepin, mais on ne savait pas qui j'étais, on ne savait pas dans quel univers j'étais, dans quel lieu j'étais. Et on s'est très vite penché sur le côté, OK, on va partir sur un designer qui est en train d'essayer de construire sa nouvelle création, mais qui ne trouve pas la bonne idée. Et donc, dans le même concept, mais si on a un designer, on va pouvoir amener de la scénographie, on va pouvoir amener du concret, que les gens vont le comprendre directement. Et c'est là qu'on a créé du coup ce bureau avec ses outils pour comprendre qu'on est dans un atelier, comprendre que c'est un gars qui travaille, ça a influencé le costume, ça a influencé plein de choses, en gardant la dramaturgie toujours là, mais tout le contexte pour le donner au public et pour que le public le comprenne, on essaie de clarifier, clarifier, clarifier. Et donc ça, tu l'emmènes en concours. Tu Et l'emmènes. donc, on l'emmène en concours. Le premier concours que je fais, c'est la FAP en 2019, je pense, juste avant le Covid. Euh, et où je gagne un deuxième prix, juste derrière Léa Kyle, parce que le numéro était assez tout début, évidemment. On appréhendait encore la technique, on n'avait pas encore l'expérience qu'on avait. Mais ce concours a été pour nous très important pour une et une seule raison, c'est qu'après le concours, on a eu une discussion avec Jean-Philippe Loupi. Et les conseils qu'il nous a donnés durant cette conversation nous a complètement changé la façon dont on voyait Paperball par la suite. Il nous a donné vraiment un petit conseil technique en disant, les gars, faites comme ça plutôt que faire comme ça, vous allez voir, ça va vous aider.
On a réfléchi à ça, on est rentré, on est venu se mettre ici dans la boîte noire où je suis à l'heure actuelle. On a travaillé, travaillé, travaillé. Et puis le Covid est arrivé. Du coup, ben, on a eu encore plus de temps pour travailler, 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 parce qu'on n'avait pas de tournée. Et voilà, et on a passé notre Covid à recréer complètement le numéro en ajoutant des nouvelles techniques, en ajoutant plein de choses pour faire ce que Paperball est devenu. Et la première fois qu'on l'a rejoué, ben, c'était à la sortie du Covid, à la FISM Europe, à Manresa, en 2021. Et puis ensuite, il y a eu la FISM Monde, C'est donc, ça. où tu as présenté donc du coup toujours ce numéro Paperball, avec lequel tu as remporté le Grand Prix, enfin grâce à laquelle tu as remporté le Grand Prix. Ça fait quoi de remporter un Grand Prix FISM, Laurent Pian? C'est la classe un peu quand même. C'est un peu, ouais, c'est un peu fou. C'est un truc auquel on pourrait jamais se préparer, j'ai envie de dire. Euh, Déjà, même à l'Europe en soi. Moi, j'arrivais à l'Europe en mode, on a créé un numéro Covid. On n'a plus joué devant un spectacle, devant les spectateurs depuis presque 2 ans. On a fait évoluer plein de choses. Je pense qu'on savait qu'on avait une petite pépite, mais on ne savait pas à quel point ça allait être Ça allait perçu. prendre, quoi. Ouais. On avait peur parce qu'on savait bien que c'était une magie un peu différente. On savait bien que techniquement, c'était quand même un peu culotté, que la FISM, c'est 10 minutes d'install et tout ça. Du coup, on savait pas trop. Et c'est vrai qu'à la FISM Europe, les retours que j'ai eu après la FISM Europe, je me suis dit, OK, là, les gars, on a vraiment quelque chose. Donc, j'en parle à Hugo, j'en parle à tout le monde. Je dis, on a un truc, il faut qu'on le bosse à fond, il y a moyen. Allons chercher la même chose à la monde l'année prochaine. Mais bon, ça taffe quand même, c'est une pression. Mais le gros avantage qu'on a eu après la FISM Europe, bah, c'est qu'on a commencé à avoir du booking et on a beaucoup joué entre la FISM Europe et la FISM Monde. On a fait presque 50 dates avec le numéro. Du coup, ben, on était très rodés, on était habitués, techniquement, on était carrément prêts. Et je me rappelle l'avoir dit à Hugo juste avant de monter sur scène à la FISM, on se prépare et j'ai dit Hugo, c'est quand même dingue, j'ai juste l'impression d'être dans un autre gala. Ouais. Et on avait tellement joué pendant cette année que bah, voilà, on était vraiment habitués. Alors, on avait cette pression de la FISM, mais on était dans nos marques. Quand on était dans nos trucs, on savait que tout était installé et qu'on était prêt. La musique démarrait, on était sur nos rails et le numéro, ça roulait, quoi. Donc ça, c'est que c'était un gros avantage. Hmm. Pourquoi tu fais les concours? En fait, tu fais les concours parce que ça t'offre, je suppose, une visibilité supérieure pour les numéros, puis après pour pouvoir les vendre, hein, parce qu'on est quand même magicien professionnel. Enfin, voilà, faut ramener à manger dans l'assiette. Est-ce que c'est un argument de promotion pour toi? C'est un argument d'autorité dans le monde magique aussi? Je veux dire, quelle est la raison pour laquelle tu vas en concours, en fait? Déjà, comme je disais, la première raison, moi, ça a toujours été de promouvoir non pas le numéro, mais le spectacle. Parce que je passe du temps à créer des spectacles. Et même si j'adore aller faire des galas, des numéros visuels, ça, mon travail, c'est les spectacles. Et donc, j'ai envie que ce soit les spectacles qui tournent le plus. Et pourquoi les concours? Ben, exactement pour ce que tu as dit. La première raison, ben, c'est de se faire connaître, d'avoir un peu de visibilité. Parce que l'avantage des concours, c'est que c'est des seuls lieux où on peut jouer sans être engagé. C'est juste une décision personnelle de je veux aller jouer le concours, je serai vu, je serai sûrement reconnu et engagé. Si en plus je gagne un prix, ben, c'est toujours bien d'avoir sur la fiche du spectacle le petit macaron en disant qu'on a gagné un prix à X ou Y. Ça marche toujours bien. Donc ça, c'est évidemment une des premières raisons. Mais surtout, c'est que moi, j'ai toujours vu les concours comme une deadline et une sorte d'obligation à travailler. C'est-à-dire que si on est au mois de juin et que je m'inscris à la FAP en septembre, je sais que d'office, pendant les 3 mois, 4 mois qui vont arriver, mon objectif, ça va être la FAP. Et donc, le numéro va évoluer parce qu'on va travailler, on va se mettre la pression, on va vouloir me trouver des nouvelles choses. Et donc, je sais qu'à chaque compétition, le numéro gagnait un peu en impact et gagnait en travail. Et donc, ça, j'ai toujours conseillé aux jeunes magiciens de faire des concours parce que c'est une super deadline. Et c'est un peu le défaut que j'ai, et je le sais que je l'ai, et je crois que beaucoup de magiciens l'ont, c'est que tant qu'on n'a pas une vraie deadline, on le fera un peu plus tard. Oui, je le ferai. Ah, j'ai des idées, mais voilà, il y a vraiment l'énergie pour prendre toutes ces idées, prendre tout ça, les mettre en place. Ben moi, si j'avais pas les concours, je n'aurais jamais pris l'énergie pour le faire. Hmm. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis après, ben, évidemment, quand on a vu que ça a marché, le but, c'était aussi d'aller chercher un prix au championnat du monde parce que j'ai allé à la FISM depuis des années et que je me suis dit, si un jour j'y arriverais, ce serait génial, quoi. Bah, après, on parlait de poésie tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose d'encore plus fou que de gagner le Grand Prix FISM qui t'est arrivé. Enfin, je suppose que ça doit être un rêve de gosse. Ça fait quoi que Copperfield aime ton numéro, le Euh, promeuve? Enfin, je veux dire, on parle quand même.
de la personne en termes de magie la plus importante Mhm. dans notre univers contemporain. C'est très certainement le plus grand magicien en termes et de notoriété et d'effet le plus important de tous les temps, très certainement. Aujourd'hui, on est contemporain à lui. C'est le premier à avoir emmené et la danse, et la poésie, et la musique, et à avoir combiné plein de choses. Il est hyper complet, David Copperfield. Donc il incarne en fait tout ce que tout ce que tu défends d'une certaine manière, sans parler de magie nouvelle, parce que c'était pas le cas. Mhm. Euh, comment ça se fait, ça fait quoi, enfin tu vois, c'est... Et au départ, je n'y croyais pas. Voilà exactement comment ça s'est passé, parce que l'anecdote est quand même drôle. Donc, après la FISM Monde, gros stress, beaucoup d'énergie, beaucoup de machin. J'avais pris la famille avec, parce qu'évidemment, je voulais qu'ils vivent ça avec moi. Mais on s'était surtout dit, on est au Québec, on se prend 10 jours de vacances, on se fait un beau road trip au Québec, on s'éclate, on va voir les baleines, les machins, les bazars. Donc, on fait tout ça. 10 jours plus tard, on rentre en Belgique. Évidemment, dans l'avion, je mets mon téléphone en mode avion. Et première chose que je fais quand l'avion atterrit à Bruxelles, j'ouvre mon téléphone et là, je vois que j'ai deux appels manqués et un message vocal d'un numéro américain. Je savais que j'avais mes potes, entre autres Philippe et Clément de Indière qui étaient restés à New York, mon pote Renan qui était à Ottawa, machin. Je me dis, tiens, j'ouvre le truc et j'entends un message vocal. Et le message vocal, c'est en anglais qui me dit, Hey, it's David Copperfield. I want to reach you, to congratulate you. Please call me back. Et il me donne son numéro. Et moi, j'entends ça, mais j'y crois pas. Je me dis, putain, si c'est mes potes qui sont restés là. Si je vois un numéro américain, je me dis, ouais, c'est Philippe et Clément qui sont à New York, qui ont trouvé un mec qui avait plus ou moins la même voix et qui me font une blague. Je me dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'il me ferait ça? C'est drôle, mais voilà. Et du coup, je vais sur Internet, je vais prendre une vidéo d'une interview de Copperfield et je vais l'écouter pour vraiment essayer de reconnaître la voix. Et je me dis, mais putain, il a quand même vraiment la même voix. Oui, je vais quand même envoyer un message. Je réponds, bonjour, merci, un message texte, parce que c'est un numéro américain et je n'avais pas envie de payer, j'avais pas envie de l'appeler, sachant pas qui ça pouvait être. Donc, je vois un message texte, bonjour, désolé, j'étais dans l'avion, j'ai pas eu votre message, n'hésitez pas à me rappeler quand vous voulez. Et il me rappelle dans l'heure. Et là, je comprends que donc c'est donc bien David Copperfield qui m'appelle. Je suis comme un fou, quoi. Parce que David Copperfield, ben oui, c'est David Copperfield, quoi. C'est le big boss, c'est le GOAT, c'est le plus grand magicien de l'heure actuelle et je pense que ça va rester un des plus grands magiciens qu'il y a jamais eu, enfin, dans l'histoire de la magie, quoi. Et que lui m'appelle pour me dire qu'il a envie qu'on discute parce qu'il a entendu parler de mon travail, c'est une récompense incroyable, quoi. Et donc la première fois qu'il m'appelle, bon, on discute pendant 2 3 minutes. Il m'explique qu'il n'a vu que des extraits du numéro, qu'il serait très intéressé de voir une vidéo, mais que tous les échos qu'il a eus sont exceptionnels, qu'apparemment je fais un travail incroyable, blablabla. Ok. Et je lui dis, bah, écoute, dès que je vais recevoir la vidéo de la FISM, qui devrait pas tarder à arriver, je vous l'envoie et puis ce sera avec plaisir qu'on en discuterait. Du coup, moi, j'envoie directement un mail à la FISM en disant, bon, il me faut la vidéo très rapidement. Euh, et on fait ça, et dans les 2 3 jours, j'ai récupéré la vidéo, je l'envoie à Copperfield et il me rappelle de nouveau dans l'heure. Il me fait, et là, on parle pendant 10 minutes, un quart d'heure, et il me fait une éloge incroyable. Moi, j'étais dans mon divan en mode, mais à qui est-ce que je parle? Comment est-ce possible? La conversation se conclut par il faut que tu viennes à Vegas, je veux voir ton numéro en live, quand est-ce que tu peux venir? Ok, donc là, c'est le petit gamin qui parlait à Copperfield, là, on passe encore une étape au-dessus. Ok, on va aller à Vegas, on va aller le rencontrer, quoi. Et donc, effectivement, quelques mois plus tard, on va à Vegas, on a monté et joué le numéro dans son théâtre où il joue son spectacle, quoi. Et on a joué le numéro pour lui, Chris Kenner, Omer Liwag et 5 6 personnes de son équipe, quoi. Ça a été exceptionnel, évidemment. Ouais. Parce que, voilà, être dans ce lieu, dans ce théâtre, avec le maire à 3 mètres de moi en train de regarder mon numéro et qui se lève à la fin de son numéro, c'est très drôle parce qu'à la fin du numéro, il se lève, il applaudit, il se retourne autour de lui, tout le monde était en mode enfin, il fait Oh! Oh comme ça! Ah, j'étais comme un fou, quoi. Puis on a discuté, il est monté sur scène, on lui a expliqué la technique, on lui a expliqué la méthode. Et là, il est devenu complètement fou en me disant, mais cette méthode est absolument incroyable par sa simplicité. On l'a complètement bluffé parce qu'il pensait que c'était bien plus compliqué que ce qu'on avait. Il n'imaginait pas que c'était juste moi et Hugo sur scène. Il pensait qu'il y avait des personnes en plus de cachées. Enfin, voilà, vraiment, on l'a vraiment bluffé. Et là, on a discuté. Et voilà, l'aventure a commencé, quoi. C'est fou, hein? C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, dingue. Je n'aurais jamais pu imaginer ça, quoi.
Bon, parce que, alors, bah, ça me fait rebondir sur un truc, parce que tu parlais de promotion avant et tu disais que le numéro servait à promouvoir le spectacle plus complet. Or, c'est Mhm. vrai qu'il n'existe pas aujourd'hui sur Internet une capta complète de ton numéro de Paperball. Euh, Est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de la promotion du spectacle? Pourquoi est-ce que tu as décidé de pas la mettre? Tu vois, par exemple, quand je vois un très bon ami à moi, Marcoby, qui est Mhm. dans la même ville et qui a gentiment fait le pont entre nous d'ailleurs, quand je vois Marcoby qui a posté sa vidéo de la FIS, mais qui a fait plusieurs millions de vues grâce à ça, je me dis que c'est un outil promotionnel qui est fou. Pourquoi est-ce que tu as Mhm. décidé de pas le faire? Pour plusieurs raisons. La première raison et la raison principale, c'est que je voulais vraiment que, du moins pendant les premières années, que le public ait la chance de découvrir Paperball en live. Parce que moi, j'ai découvert beaucoup de numéros en vidéo et c'est quand même jamais vraiment cool. Et je sais que l'émotion qu'on peut transmettre avec Paperball peut être très forte quand elle est découverte vraiment pour la première fois. Quand je vois les réactions qu'on a eues après la FISM, on a des magiciens qui sont venus en pleurs face à nous en disant j'ai vécu des émotions que j'avais plus vécues depuis des années parce qu'en tant que magicien, je suis habitué à connaître tous les trucages. Là, vous m'avez tellement ramené en enfance par cette magie nouvelle, cette technique différente, tout ça, que je me suis dit il faut qu'on laisse la possibilité aux gens de découvrir ce numéro en live. Et donc, on a décidé, on a dit, on ne fait aucune TV pour l'instant, parce que je veux pas que la première chose que les gens voient de Paperball, c'est le numéro en entier sur Internet. Et je pense que ça a été un très bon choix, pour plein de raisons, parce que bah, déjà, on a créé un peu l'attente vis-à-vis de ce numéro, et le secret vis-à-vis du numéro, c'est que comme il n'y avait pas de vidéo, à part le teaser qu'on a fait, moi j'avais bien sélectionné uniquement ceux que je voulais montrer, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, nous, si on voulait voir Paperball, il fallait qu'on se déplace, il fallait qu'on aille le voir en live. Donc ça, pour nous, c'était bien. Ça a aussi engagé, ben, enfin, le fait qu'il y a plein du coup, de congrès qui nous ont engagés parce qu'il fallait que leur public voit le numéro, parce que personne ne les avait jamais vus. Quand on était en Asie l'année passée à Taïwan, c'est la première fois qu'on allait en Asie avec le numéro. Il y a des gens qui sont venus au congrès pour voir le numéro parce qu'ils en avaient tellement entendu parler qu'il fallait qu'ils le voient en live, quoi. Donc c'était un Ouais. gros argument de vente aussi. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai toujours vu aussi les télévisions et ce genre de choses-là comme des petits boosts dans la carrière. C'est-à-dire qu'après la FISM, je venais d'avoir un méga boost vis-à-vis de la FISM. Donc je savais que j'allais avoir une énorme visibilité pendant les quelques prochaines années et que je n'avais pas besoin de faire de la TV en plus pour encore augmenter la visibilité. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, là on est en train de prévoir les TV qui vont arriver dans les prochains mois parce que ça fait 2 ans, l'année prochaine, si la FISM monte, tout va se renouveler, entre guillemets. Et là, bah, il sera temps de redonner un petit coup de boost en faisant une grosse TV qui fait que là, on va avoir un gros coup de visibilité et du coup, les contrats vont revenir et tout ça. Donc, je pense que c'est à la fois pour permettre aux spectateurs de le voir en live, mais c'est aussi une stratégie un peu de notre part de se dire, on sait que la visibilité de la FISM allait nous faire travailler pendant au moins 2, 3 ans, ce qui était le Mhm. cas. Là, on sent que tout ça, pas que ça s'arrête, parce que je pense que ça s'arrêtera jamais, mais on sait que la FISM Europe va avoir lieu, la FISM Monde aura lieu l'année prochaine. Ben, il est temps maintenant de faire une petite TV, que les gens qui n'ont pas encore vu Paperball ben, le découvrent en vidéo. Maintenant, c'est pas très grave, parce qu'on a fait tous les très gros congrès. On a fait Blackpool, on a fait Magic Live, on a fait TMA. On va refaire un congrès ici à faire la FISM Nord-Amérique. Donc, je pense que ceux qui auront envie de voir le numéro en live auront eu la possibilité de le faire. Et donc là aussi, maintenant, c'est l'occasion de le filmer et de le mettre sur les réseaux, quoi. Est-ce qu'il y a une nouvelle FISM qui se prépare ou pas? Pour nous, Ouais, bah, oui, bien sûr, mais en tant qu'artiste et plus en tant que candidat. ok. Ouais, je comprends bien. Ouais, non, non, non. On y a réfléchi, hein. Je ne dis pas qu'on n'y a pas réfléchi parce qu'on a un nouveau numéro qui est là, qui est prêt. Mais en soi, bah, on a fait la FISM Europe il y a 15 jours. Et pour moi, c'est tellement. Le stress des concours, c'est quand même pas évident. Faire des FISM, ça coûte très cher. Là, je me dis, bah, pour une fois que je peux être engagé à la FISM et y aller et jouer dans le gala plutôt que jouer dans le concours, bah, je vais en profiter une année ou deux. Je ne dis pas que je ne referai plus la FISM en tant que candidat parce que je ne dis pas que c'est pas impossible, mais c'est pas dans mes plans les prochaines années. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus tôt dans ta vie, parce que tu as Mhm. fait, on vient quand même de la même école, toi et moi, à la base, à savoir l'école de la rue. Ouais. Euh, et c'est un sujet qui est très, très, très intéressant. J'encourage tout le monde à leur échelle et à leur taille de ville à sortir dans la rue et à aller faire de la street magie, que ce soit comme Laurent a fait en spectacle ou comme j'ai pu le faire moi, simplement en allant aborder des gens et en ne s'arrêtant jamais.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'école de la rue. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans la magie de rue? Parce que c'est un gap, hein, quand même. Mhm. C'est une vraie prise de risque, c'est une mise en danger, et en même temps, ça apprend tellement de choses. C'est ça. Bon, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une combinaison de plein de choses. Je vais d'abord parler de comment je suis arrivé à la rue, puis après j'expliquerai ce que ça m'a donné. Donc j'avais 22 ans, j'étais aux études, mais j'en avais un peu ras-le-bol de tout ça. Je savais qu'il fallait que je change d'air. Et donc j'ai décidé de tout plaquer, de partir m'installer à Vancouver, au Canada, pour apprendre l'anglais, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle ville, trouver un boulot, me faire des potes, et voilà, changer un peu d'air. Et il s'avère que j'ai trouvé un super boulot de cuisinier dans une chocolaterie, et oui, en plein centre de Vancouver, dans la grande rue commerçante de Vancouver, et que mon boulot, j'étais en vitrine, entre guillemets, et je faisais ce qu'on appelle des fudge et des pommes caramel, donc c'est des confiseries américaines, mais c'était en vitrine pour que les passants me voient et pour que les odeurs arrivent en rue et que les gens dans la chocolaterie, machin, tout ça. Et il s'avère que de l'endroit où je travaillais, à 10 mètres sur ma gauche, il y avait un jour sur deux un magicien de rue qui venait et qui faisait un petit spectacle d'une demi-heure, à 20-25 minutes, qui passait son chapeau, et chaque jour, il y avait 50, 60 personnes qui le regardaient, et il faisait un, deux, trois spectacles, et je le voyais encore et moi à travailler dans ma chocolaterie. Alors j'adorais mon boulot, c'était super, j'avais une bonne équipe, je m'entendais bien, mais je me dis, le mec, c'est quand même cool, quoi. Parce qu'en fait, il fait de la magie. Il fait Parce que rien d'autre. toi, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu faisais de la magie déjà? Alors, à ce moment-là, je faisais de la magie depuis 4 5 ans, je dirais, attends, D'accord. ouais, 4 ans, c'est Ouais, ça. ok, ok, ok. Et je faisais, ben, comme un peu tout le monde, du close-up, des spectacles pour enfants, des anniversaires, des mariages, en soi une magie assez classique, rien d'incroyable. Mais par contre, avec mon pote Enzo à l'époque, avec qui j'avais commencé la magie, on avait déjà créé des spectacles de magie pour enfants théâtralisés, entre guillemets, qu'on appelait contes magiques pour enfants, où il y avait déjà une histoire, propos, c'était pas juste des tours de magie envoyés les uns à la suite des autres, il y avait déjà ce côté, on va intégrer tout ça à une histoire. Mais bon, je me retrouvais à Vancouver, j'avais pas mon matos, enfin, j'avais mon matos de close-up et quelques trucs. Mais voilà, je savais que j'avais pas tout ce que j'avais en Belgique pour pouvoir faire des gros spectacles. Mais je me disais, en fait, lui, il a rien besoin de rien. Il a une toute petite valise, un chapeau, il fait un billet dans le citron, il fait des tours de magie, alors, ma foi, relativement classiques, mais il les fait tellement bien, avec une telle présence, avec un tel charisme, avec la bonne vanne, avec tout ça, que, ben, en fait, ça marche. Et du coup, ça me commence à me trotter de la tête. Je recommence à rencontrer ce magicien, on discute, et je commence tout doucement avec lui à essayer d'aller faire des petits spectacles. Mais vraiment juste comme ça pour le fun, sans aucune ambition. Que, en soi, mon job dans la chocolaterie me plaisait. Et j'étais en train d'ailleurs de faire toutes les démarches pour essayer de rester une année de plus, parce que c'était des permis vacances-travail d'un an, et je voulais pouvoir en faire un deuxième. Et du coup, je commence les démarches, mais à ce moment-là, je pars à la FISM Pékin, ma toute première FISM. Je m'étais inscrit 3 ans à l'avance. J'avais les tickets, j'étais à Vancouver, moi je me dis, je m'en fous, j'y vais quand même. J'ai pris un billet d'avion et j'ai été retrouver tous mes potes à Pékin pour la FISM. Donc c'est fou aussi de savoir que la FISM a une grosse influence sur mon choix de devenir magicien de rue. Parce que j'arrive à la FISM, premier jour de congrès, je reçois un mail de mon employeur au Canada qui me dit, écoute, on a fait toutes les démarches, malheureusement, c'est pas possible, on peut pas étendre le visa. Je suis désolé, dans un mois, tu dois rentrer en Belgique. Parce que mon permis vacances-travail, c'est terminé un mois. Et donc je me retrouve à Pékin en sachant que j'allais pouvoir, enfin, j'allais retourner une semaine après à Vancouver, mais que c'était mon dernier mois et qu'après, j'étais forcé de rentrer en Belgique. Or, je n'avais aucune envie de rentrer en Belgique. Et donc, je me suis à la FISM en mode, merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave, c'est la FISM, j'y vais, je m'éclate, on réglera le problème en rentrant. Et à cette FISM, j'ai fait la rencontre de Charlie Kepper. Charlie Kepper, c'est un célèbre magicien de rue. Il avait fait à l'époque Sweden Got Talent avec un numéro avec des nœuds papillons absolument incroyables où il faisait Cups and Ball et ces nœuds papillons qui revenaient à tout moment. Et je rencontre Charlie Kepper, on discute et il me raconte qu'en fait sa vie est juste incroyable, qu'il a une valise, un spectacle et qu'il part de ville en ville. Et quand il aime la ville, il s'arrête, il fait des spectacles, il remplit son chapeau. Il dort à l'hôtel, à l'auberge de jeunesse, machin. Le lendemain, il change de ville. Enfin, et qu'en fait, c'est vraiment cette vie de magicien de rue qui va d'endroit en endroit en suivant le soleil idéalement, partant généralement l'hiver en Australie, Nouvelle-Zélande et l'été en Europe ou en Amérique du Nord. Et je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Mais j'avais toujours un petit peu cette appréhension et qui est fausse, mais qui peut sembler justifiée, de ouais, mais bon, magicien de rue. Est-ce que c'est vraiment là que je vais évoluer? Est-ce que je vais pas être coincé dans ce côté petit spectacle très rentre-dedans, très interactif? Est-ce que c'est vraiment la magie que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est avec ça que je vais pouvoir évoluer? Et
devenir le magicien que j'ai envie de devenir. Et puis, je vois le numéro de Charlie Kepper à la FISM, parce qu'il était dans le concours. Et donc, je vois son spectacle de rue, enfin, une partie de son spectacle de rue. Et je me prends une gifle d'enfer. Je me dis, mais en fait, putain, la rue, en plus de te permettre de voyager, de tout ça, tu arrives à monter des numéros et à peaufiner des numéros, mais tellement que ça peut devenir des numéros champion FISM. D'ailleurs, il a gagné un deuxième prix à la FISM avec son numéro. Et donc, je me dis, bah, en fait, let's go, il faut que je le tente. J'ai rien d'autre à faire, j'ai pas envie de rentrer en Belgique. Donc, je suis rentré à Vancouver, j'ai rassemblé mes affaires, j'ai dit au revoir à mes potes, je suis rentré en Belgique. En Belgique, j'ai pris une valise, j'ai mis dedans tous les tours qui me semblaient intéressants, que j'aimais, que je connaissais déjà et qui me disent ça peut fonctionner en rue. Et j'ai repris un permis d'un an, un permis de vacances-travail d'un an en Australie et je suis parti en Australie. Avec comme but d'essayer de faire de la magie de rue et de voir où ça allait me mener. Et en fait, très vite, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que j'ai trouvé un bon lieu à Sydney pour faire des spectacles. Et pendant 3 mois, j'allais là-bas et je faisais 3 à 4 spectacles tous les soirs. Bon, évidemment, le premier mois, c'était compliqué. Il fallait que je trouve mes marques, il fallait que j'apprenne à comment attirer des publics, comment créer vraiment le spectacle qui fonctionne. Et puis bah, après 4 5 mois, ça a commencé à vraiment bien marcher. Les chapeaux ont commencé à bien grossir. Et voilà, je suis parti pendant 3 ans. J'ai fait ça, du coup. C'était une expérience ben, à la fois humainement incroyable, magicalement, bah, ça m'a appris tellement de choses. Pas forcément à devenir un bon magicien en termes de sleight of hand et de manipulation, tout ça, mais à devenir un bon showman, arriver à choper le public. C'est ça le problème de la rue, c'est que le spectateur n'est pas là pour voir un spectacle, il faut arriver à l'attraper, à le garder et à le faire payer à la fin. Donc c'est catch it, keep it, pay it. Ouais, et c'est vraiment, ça doit être. Et tout le spectacle est créé comme ça. Et, du coup, ben, ça permet ce fameux truc que dit Tamaris dans les 5 points magiques d'avoir des fils entre les yeux du magicien et les yeux des spectateurs. Ben, le jeu de la rue, ce n'est que ça. C'est garder ces fils en permanence parce que dès qu'ils sont coupés, les spectateurs se cassent. Et donc arriver à toujours, toujours, toujours garder tous les spectateurs avec soin. Et tout ça crée ben, voilà, ce travail de showmanship, d'entertainer, de vraiment arriver à choper le public et à ne pas les laisser partir, quoi. Et ça, c'est une école qui a moyen de faire nulle part ailleurs, parce que le gros avantage de la rue aussi, c'est qu'il ne faut pas être engagé pour aller faire des spectacles. Et donc, j'ai pu, entre guillemets, du jour au lendemain, me dire, à partir de maintenant, je ne fais plus que de la magie. J'arrête tout autre travail, je fais de la magie. Parce que ça ne dépendait que de moi. C'était juste à moi à me dire, ben là, j'y vais. Et j'y vais, je fais mon spectacle. Et peut-être que je vais faire un spectacle devant 10 personnes, peut-être devant 20 personnes, et peut-être dans 2 3 semaines devant 100 personnes. On verra. Mais il suffisait d'y aller et de bosser et d'essayer, et j'avais rien à perdre, quoi qu'il arrive. Et voilà, et ça a vite marché, et ça a vite été l'éclate, quoi. On est très loin de ce que tu fais aujourd'hui, en fait, que ce soit autant dans l'ambiance que dans la relation publique. Enfin, je veux dire, voilà, Absolument. on passe du worker pur et dur et Mhm. de l'exigence, de la cruauté de la rue, avec tout ce qu'elle a de positif aussi, hein. Je veux dire, voilà, je dis cruauté, on se comprend, Ouais. à quelque chose qui est moins worker aujourd'hui, plus poétique. Mhm. Comment est-ce que ce shift s'est fait et pourquoi est-ce que, bah, je suppose au bout d'un moment, t'en as ta claque aussi de faire de la rue. Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a déjà de un, bah, c'est quand même c'est génial quand on a 22, 23, 24, 25 ans de s'éclater, de faire 6 mois en Australie, en Nouvelle-Zélande, remonter en Europe pour faire les festivals, repartir. C'est génial. Mais une vie comme ça, je veux dire, je veux dire que c'est pas une vie, mais c'est pas la vie que je voulais. J'ai aussi été influencé et par tout parce que évidemment, en travaillant dans la rue, on rencontre plein d'artistes de rue et on se rend compte qu'il y a plein d'artistes de rue qui finissent quand même pas très très bien, qui sont des artistes qui sont un peu coincés dans la rue parce qu'ils n'ont fait que ça et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à en sortir, qu'ils n'arrivent pas à intégrer le milieu théâtral, qu'ils n'arrivent pas à... Et donc, je n'avais pas envie de venir là-dedans. J'ai remarqué aussi beaucoup d'alcoolisme et de drogue et de tout ça. Et je me suis dit, wow, 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 j'ai quand même pas envie d'en arriver là non plus. Et donc, moi, je m'étais déjà donné comme petit objectif personnel, me dire, OK, j'ai 23, 24 ans, je suis prêt à faire ça pendant quelques années, mais après mes 30 ans, je ne veux pas être tributaire de la rue. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir besoin de la rue parce que je veux pouvoir m'en sortir avec d'autres choses aussi. La rue, j'adore ça, c'est l'éclate, mais voilà, j'ai pas envie de mourir en artiste de rue non plus. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est qu'à force d'être dans ces festivals, de rencontrer ces artistes, ben, on va dans des lieux, au Festival d'Édimbourg, par exemple, au Festival d'Avignon, au Festival d'Adélaïde, qui sont des fringe festivals où il y a à la fois des spectacles de rue, mais aussi des spectacles en théâtre. Et très vite, je me suis rendu compte que bah, la rue, c'est génial, mais bon, après 2 3 ans à faire le même spectacle,
qui est quand même pas mal de contraintes parce qu'on est dans du matos qui doit être facilement transportable, on est dans des tours qui doivent se faire quand même plus ou moins à 360 degrés, on est dans des trucs qui ne peuvent pas avoir trop de besoins techniques, enfin, même zéro besoin technique parce que ça va pouvoir se faire n'importe où. Enfin, il y a quand même pas mal de contraintes sur la création artistique en rue. Et je me suis vite dit, tiens, j'aimerais quand même sortir de la rue, essayer de créer un spectacle en théâtre pour arriver à raconter autre chose que juste dire, hé, paf, regardez-moi, regardez ce que je fais, je suis génial, blablabla. Et donc, en 2011-2012, donc après 3 années de rue, je me suis dit, OK, je vais continuer à faire de la rue, mais je vais aussi créer un spectacle pour, quand je vais en festival de rue, faire à la fois de la rue en journée, mais aussi le spectacle le soir dans le théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré Hugo, parce que je me rendais bien compte que si je voulais un spectacle un peu théâtralisé, il me fallait une aide, il me fallait un regard extérieur, il fallait quelqu'un qui soit hors du milieu de la magie pour m'influencer de la bonne façon. Donc là, j'ai rencontré donc Hugo Van de Plas, avec qui je travaille depuis 12 ans maintenant, qui au début m'a suivi parce que c'était un ami d'amis, il avait mis en scène le spectacle de potes, et donc il m'a suivi sur le projet un peu fou de créer un spectacle de magie théâtrale, et on a créé ensemble le spectacle 13 rue du hasard, donc qui a été mon spectacle avec lequel j'ai vraiment tout démarré et où tout a commencé. On a fait le Festival d'Avignon plusieurs années, on a fait des tournées à travers la France et en Europe pendant presque 10 ans. Mais c'est resté un spectacle de magie théâtrale, c'est-à-dire que c'était toujours de la magie moderne, mais théâtralisée. Mais toujours dans le même délire, on est dans des festivals, on voit plein de spectacles, on rencontre plein d'artistes. Et là, je vois qu'au Festival d'Avignon 2014 ou 2015, je ne sais plus lequel, je vois qu'Yann Frisch est à l'affiche. Je dis, ah, et moi, Yann, je le connaissais par Baltas, j'adorais ce qu'il faisait, j'adorais ce gars, je vais aller voir son spectacle. Et je vais voir le fameux spectacle Octobre, qu'il a créé avec des amis à lui à la sortie de, je pense que c'est Lido qui a fait l'école de cirque à Toulouse. Et je me suis pris une claque monumentale, quoi. C'était la première fois que je voyais de la magie nouvelle. C'est la première fois que je voyais toutes les possibilités que cet art apportait. Et je me rappelle très bien, on était le voir avec Sylvia, ma compagne, et Hugo. On était voir le spectacle et je suis sorti, j'ai dit, OK les gars, c'est terminé. Maintenant, c'est ça la magie que je veux faire. Je suis tombé amoureux de cette magie différente, de cette magie. Ouais, pour moi, c'était l'aboutissement. C'était la suite logique des choses. On avait créé 13 rue du hasard, qui était un spectacle de magie théâtralisé, mais quand même avec ce rôle de magicien et quand même ancré dans la magie moderne. L'étape suivante, c'était partir dans la magie nouvelle. Et du coup, ben, je fais les démarches, je me renseigne, je me rends compte qu'il y a une formation qui est donnée au CNAC, machin, et je m'inscris à la formation, je suis pris à la formation, et c'est là que le chemin vers la magie nouvelle a démarré, du coup. C'est trop marrant ce que tu dis. Je suis allé voir Yann Frisch. Alors, moi, je connais son travail depuis longtemps. Comme tous les magiciens, son nom circule énormément. Il est très certainement dans le top 5 des meilleurs magiciens du monde. Enfin, dans le cœur de beaucoup de gens, quoi, dans le mien y compris. Je suis allé voir pour la première fois sur scène personne. Ouais. J'ai Tu as pas vu? vu T'as pas encore. vu personne? Hugo a été le voir il y a 2 jours, justement. Il m'a dit que c'était exceptionnel, mais je l'ai pas encore vu. Écoute, je suis sorti de là. Je me suis dit exactement ce que tu viens de dire là. Ouais. En fait, là, je suis dans le. Enfin, je parle de moi 2 secondes, mais j'ai envie de tout arrêter en événementiel Hmm. et de ne faire plus que ça. C'est exactement ce que j'ai envie de faire. Je me dis, c'est ça en fait. Il y a des Ouais. gars qui font ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est. Ouais. Oui, oui, bien sûr, il y a. Et puis, encore, je veux dire, je pense que l'étape 2 de la magie nouvelle, qui est ce qu'il est, et puis qui est très certainement l'une des plus grandes avancées dans le domaine de la magie des 50 dernières années, très certainement, Mhm. euh, c'est que j'ai l'impression qu'en s'avançant, on cherche de moins en moins à mettre une dénomination sur ce que c'est. J'entends par là sur la pratique en elle-même. On s'en fout de dire que on est magicien, que on est mentaliste, que on est ci, on est ça. On s'en fout parce que le propos se tourne de plus en plus vers l'émotion qu'on est censé produire. Et tant que ce qu'on fait produit cette émotion-là, on s'en fout du billet par lequel on passe et on s'en fout de s'appeler magicien parce que le propos n'est plus d'être quantifié dans une boîte, mais d'être quantifié dans un mood, tu vois, dans un truc C'est dans ce ça. genre-là. Je sais pas si toi, dans ton process de création aujourd'hui, tu te retrouves là-dedans. Ben, en fait, oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a c'est un peu le problème de cette magie nouvelle, c'est que ça crée un peu, dans le milieu de la magie, ouais, la magie nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est des magiciens vieux, et donc il y a un peu, les gens pensent qu'il y a un peu ce combat Ouais, entre nouveaux magiciens et magiciens modernes, qui est pas du tout là.
C'est pas du tout ça. On est juste dans une autre approche, dans une autre optique, dans une autre façon d'écrire et de concevoir la magie. Moi, je suis un amoureux de la magie moderne, j'adore ça. Et c'est pas pour ça que je crache sur la magie moderne, loin de là. Et c'est vrai que quand je dis, hein, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas artistes, mais ça, c'est pas la magie nouvelle qui fait ça, c'est la réalité. C'est vrai que la magie est comme ça et que la magie peut être plein de choses. Et il y a d'excellents magiciens modernes et comme il y a des très mauvais magiciens nouveaux. Donc, donc voilà, faut vraiment. Moi, je suis un amoureux de la magie et je sais que Raphaël Navarro, Valentine, ceux qui ont créé le mouvement de la magie nouvelle, enfin, qui l'ont créé, non, qui l'ont théorisé, parce que c'est même pas eux qui l'ont créé en soi. C'est pas, il n'y a pas à créer. C'est des Oui, choses qui oui, se oui. faisaient déjà avant et Jacques Delors le faisait déjà il y a des années aussi. C'est juste qu'eux l'ont théorisé, on a mis un nom. On choisit ce nom de magie nouvelle parce que dans l'histoire de l'art, c'était le nom, c'est ce qu'il fallait, parce qu'il y a eu le cirque nouveau, il y a eu la cuisine nouvelle, il y a eu la new wave, il y a eu plein de choses, et donc la magie nouvelle, c'est comme ça que ça devait s'appeler, entre guillemets. Mais voilà, le problème, c'est que il y a des magiciens un peu râleurs, comme ils peuvent l'être, qui disent, ouais, mais bon, la magie nouvelle, c'est quand même un truc pour les théâtreux qui vont chercher du subside. Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est la magie nouvelle, c'est le truc de théâtreux. Oui, c'est vrai qu'on va chercher les subsides pour créer les spectacles. C'est juste qu'en fait, on a intégré on utilise la magie comme le théâtre utilise la scène, comme la danse utilise, enfin, pour une vraie création théâtrale. Et donc, en partant sur une vraie création théâtrale avec toute la recherche théâtrale et tout le travail d'équipe qu'il va y avoir derrière, et le travail dramaturgique qu'il va y avoir et tout ce qu'il va y avoir autour, oui, du coup, on a accès à des théâtres pour faire des résidences, on a accès à de l'argent de subside pour créer parce qu'on est dans la création artistique. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il y en a un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Et c'est vrai qu'en parlant avec Yann, il est dans le même délire. Il est en soi, on s'en fout qu'on fasse de la magie nouvelle, qu'on fasse de la magie moderne. Le but, c'est qu'on fasse de la magie. Peu importe. Le but, c'est la magie, qu'on fasse de la belle magie, qu'on propose de belles choses, qu'elles soient modernes, nouvelles, traditionnelles, peu importe. Ce qui est important, c'est l'émotion qu'on va transmettre au spectateur. Écoute, nous sommes à 56 minutes euh, Déjà, d'interview, donc ça fait déjà bientôt une heure. autant, il n'y a pas de problème. Il y a, bah oui, mais je sais. Il y a plusieurs choses. Euh, J'aimerais qu'on aborde un festival qui arrive, C'est dont vous êtes à l'initiative. Voilà. Où est-ce que ça se fait? Quand c'est? Il y aura qui? le Parle-nous de ça. festival. Effectivement, donc c'est une initiative qui vient de trois personnes, de moi évidemment, mais aussi de Hugo Van de Plas, donc qui est mon associé dans la compagnie Logique, et Renan Frisé, qui est également dans la compagnie Logique, mais qui en plus est président du Cercle Magique Liégeois les 52 ici à Liège. Et depuis longtemps, on se dit, ah, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un vrai bon congrès de magie en Belgique. Il y a ce qui se fait à la BMF, parce que c'est une journée magique d'une seule journée. On se dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un vrai truc où on puisse inviter les copains et faire un vrai beau week-end magique. Et donc, on s'est dit, allez, on va essayer de lancer un festival. Suite à notre prix, on a été un peu reconnu aussi. Donc, on a un peu de porte d'entrée, entre autres, dans un magnifique lieu qui est le centre culturel de Spa-Jalès-Toumont. Donc, c'est ici, près de Liège, en Belgique, dans la ville de Spa, qui est réputé internationalement pour ses termes, parce que quand on parle de spa en anglais, c'est le lieu, c'est les termes, c'est les jacuzzi, c'est les piscines, c'est tout ça, mais ça vient de la ville de Spa en Belgique, le nom vient de là. Ok. Et c'est une magnifique petite ville au milieu des Ardennes, avec un magnifique lieu pour faire des spectacles et un congrès de magie. Et donc voilà, on a lancé le Magical Festival. Le festival se passe du 11 au 15 septembre, donc à Spa, en Belgique, près de Liège. Et donc, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois un festival tout public qui va du mercredi au dimanche, avec tous les soirs un spectacle. On a Lucas Pers, entre autres, qui était le précédent interview, c'est lui qui fait le spectacle d'ouverture le jeudi. On a le Gala international qui va jouer le vendredi pour le tout public. Et puis le samedi dimanche, on a le congrès pour magiciens, avec en journée des conférences, une foire au truc, des talk shows, des workshops, plein de choses. Et ça va se passer samedi, dimanche, du coup, avec le samedi soir, le gala international pour les magiciens et un peu de public en plus s'il reste des places. Et le dimanche, on a un brunch gratuit offert à tout le monde. On a encore des conférences, on a un talk show, enfin une conférence sur Frégoli par Arturo Brachetti, entre autres, Ok. Jack Cooper. Et puis on finit le festival avec Opéra pour ses cheveux, un spectacle de magie nouvelle et cirque, du coup. Donc voilà, c'est une belle fête à la magie. On a appelé plein de copains, évidemment, parce que c'était nos gros avantages. Ces dernières années, on s'est fait plein de copains. Donc, on a un gala international avec une affiche plus que incroyable. On n'aurait pas pu espérer avoir mieux. Et si je vous donne quelques noms comme ça, on a Norbert Ferré qui sera à la présentation. On a Arten Choukin.
on a Morten Christiansen, on a nous, bah, ça fait déjà 5 champions du monde sur scène. Et puis en plus de ça, on a Jana Felicita, on a Kurt Demey, belge, qui est génial. On a Tim Hulbrandt qui vient de gagner le prix de l'originalité à la FISM Europe. Enfin voilà, on a vraiment une affiche incroyable. Tous ces artistes-là, en plus, feront pour certains des conférences et plein de choses. Le samedi soir, on a une grosse soirée frites et bière belge, une grosse after party avec plein de surprises. Donc voilà, on a vraiment envie de faire le congrès et le festival auquel on a toujours voulu participer, en amenant des copains, de la fête, dans un lieu d'exception, à échelle humaine, parce qu'on ne veut pas un congrès de 1000 ou 2000 personnes. Il y aura maximum, grand maximum 300 magiciens. Donc voilà, on veut vraiment faire un truc sympa à notre image et faire une belle fête à la magie en Belgique. C'est pas tout à fait exclu que je vienne. On Ah bah va, ce serait une très bonne idée. on va, je vais regarder et m'intéresser à tout ça, mais je crois que ce créneau est assez vide dans mon agenda, donc c'est pas tout à fait exclu que je fasse un petit road trip en Belgique. Bah, surtout qu'il y a bien Marcoby qui sera là, parce que là, j'ai parlé du gala de scène, mais il y a le gala de close-up aussi, avec Marcoby, avec Louis Ferrez, Ruby Ferrez, avec David Stone, avec encore quelques surprises. Voilà, on a vraiment. Bon, bah c'est génial. Il faut venir. Et en plus, cerise sur le gâteau. Parce que tout ça, c'est 2 jours de congrès, avec cette affiche de dingue, avec les copains, avec le brunch, avec la. Tout ça pour seulement 149 €. C'est pas mal quand même. Franchement, c'est cadeau, quoi. Ouais, non, non, mais c'est vachement bien. D'accord. Je dis 149 € au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour où l'interview va être publiée, ce sera, si c'est après le 21 juillet, parce que le 21 juillet, ça passe à 179 € du coup. Mais c'est quand Si même cette assez interview cher. sort après la date dite le 21 juillet, je suis navré pour vous, j'aurais payé moins cher que vous. Mais c'est pas grave, il faut quand même donner son argent pour la communauté magique et pour les initiatives qui se font, parce que je crois que c'est important de... comment dire, il y a les institutions qui sont là et qu'il est important de respecter, auxquelles il est important d'aller. FISM, Magic Live, Blackpool, ouais, certainement tant d'autres dont les noms m'échappent là actuellement, mais il y a des choses nouvelles qui sont là. Et la fraîcheur de ces choses-là peut apporter beaucoup de bien. Et d'autant que les gens que vous retrouvez au Magic Live et tout se retrouvent aussi dans ces événements-là. Donc autant en profiter et profiter de tous ces trucs-là. J'aime bien terminer ces interviews en posant des questions plus courtes qui amènent des réponses plus courtes elles aussi. Et puis c'est voilà, c'est pour terminer. Alors, euh, mettons qu'un débutant vienne te voir. Quelqu'un qui veut commencer la magie et qui dit, j'adore ce que tu fais, j'ai adoré les paperballs, j'ai adoré tout ça. J'aimerais commencer. Vers quoi tu le diriges pour commencer sa voie? C'est drôle, mais je vais pas le diriger vers une boutique de magie. Je pense que je vais le diriger vers des spectacles de magie. Je pense que voir des spectacles, découvrir des spectacles, c'est ultra important pour aussi arriver à voir ce qu'on a envie de faire. Parce que je remarque que moi, tous les gros changements que j'ai eu dans ma vie artistique, c'est en découvrant. Quand j'ai découvert Yann Frisch, bah, comme tu l'as découvert il y a quelques temps, c'est en moi, en tant que magicien, j'ai changé. Et je pense qu'aller voir un maximum de spectacles, de maximum de genres, maximum de tout fait cette émulation magique et cette culture magique. Et puis après, ben, voilà, un jeune magicien qui commence, ben, je pense que comme tout le monde, hein, il faut commencer avec des choses simples, mais voilà, il faut faire ses gammes aussi, hein. Comme je dis, moi, je fais très peu de close-up à l'heure actuelle, plus du tout même, mais j'en ai fait à l'époque parce que je pense que savoir empalmer une pièce et savoir faire un tour de cartes, c'est important aussi pour la mécanique magique et tout ça. Donc je pense qu'il faut aussi démarrer par là, comme n'importe quel musicien doit commencer par du solfège, il faut aussi commencer par du close-up, des balles-mousses, des pièces, des cartes, des cordes et tout ça pour, euh, pour apprendre ses gammes. On n'a pas le droit de dire Yann Frisch à la question qui vient. C'est qui te met sur le cul dans la génération actuelle? Ben, il y a de plein de façons différentes. Je vais partir dans la magie qui me plaît vraiment, donc qui est la magie nouvelle. Je veux dire, ben, Étienne Saglio, c'est quand même pour moi un autre, une autre acteur majeur en magie nouvelle. La compagnie 1420, dont je viens d'aller voir la toute dernière création, qui vient de créer un truc, un game changer dans la magie, qui est absolument incroyable. On m'a trouvé grandi là, c'est ça? Ouais, leur Moi, procédé, leur crédibilité, c'est. je me déplace jusqu'à Lyon pour aller le voir le 10 juin, là. Ils vont tuer le game encore. Parce que là, ce qu'ils arrivent à faire maintenant, c'est fini, quoi. C'est fini, on peut plus rien faire de mieux. Et Étienne est en train de faire pareil avec son nouveau spectacle. Donc, oui, pour moi, ça reste des figures emblématiques et qui m'inspirent tellement. Mais après, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Quand je vois un gars comme ben, Ruby Ferrez, entre autres, dont j'en parlais tout à l'heure, qui arrive avec quoi, rien à faire des choses incroyables. Quand je vois
Il y en a tellement, il y en a tellement. Et qu'on soit en magie moderne, en magie nouvelle, même Copperfield, là, j'ai vu son spectacle quand on a été là-bas. Je m'attendais pas à ça parce que moi j'avais été un peu déçu de Copperfield quand je l'avais vu il y a 15 ans. Mais son spectacle, il défonce quand même, quoi. Ouais. Et tu vois que le mec, il travaille et il la peaufine en permanence et ça évolue tout le temps. Sa partie avec son alien, c'est une merveille. Enfin, il y en a tellement de magiciens qui font des choses incroyables. Et du coup, c'est un peu triste aussi parfois d'avoir cette guéguerre de magiciens, de non, moi je suis meilleur que lui et un plus grand et plus fort. Il y a assez de place pour tout le monde, on peut tous faire plein de choses. Voilà. Je me plais à croire que cette série d'interviews doit continuer parce que elle dresse elle dresse en fait un paysage global avec plein de façons de penser différentes de ce que Mhm. c'est sur la magie. Donc il se trouve que toi tu es la 30e, très exactement. Ça veut dire qu'à Mhm. l'heure actuelle, ils ont au minimum 30 heures de contenu gratuit, sans aucun tour, uniquement pour développer de la pensée et pour permettre peut-être de comprendre quelles sont les voies qu'ils peuvent prendre en disant ah ça je match moins, ça je voilà, donc je trouve ça bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu pourrais envoyer un petit message et que tu pourrais me recommander pour qu'il puisse venir sur ce format et participer à ces interviews, quelqu'un avec qui tu accepterais de faire le pont, comme Marcoby l'a fait avec nous. Est-ce que c'est que en français ou c'est en anglais aussi, du coup? Alors, voilà, bon, on lâche l'exclu. Je fais ce dernier round en français, et une fois que ce dernier round en français sera fait, je stopperai les interviews en français et je Mhm. commencerai à faire des interviews en anglais. Ouais. Parce qu'en anglais, je peux te mettre en contact avec Artem. Je sais pas si tu. Mais non, lui, il parle un peu français. Il commence à parler un peu français en plus, donc on pourrait peut-être arriver à faire un mix des deux. Je crois que c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a un parcours qui est très touchant, et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, et je crois que ça pourrait être intéressant. J'ai adoré son numéro. Ouais, bah, c'est vraiment un bon gars en plus, et puis son parcours, ben, voilà, ce qui lui est arrivé entre la FISM, le fait qu'il est parti faire un spectacle avec sa petite valise, son numéro et quelques fringues, et qu'il n'est plus jamais rentré chez lui entre-temps. Parce qu'il était russe, la guerre a éclaté. Donc voilà, il est parti faire un spectacle, il n'a plus jamais pu rentrer. Il vient voir son enfant, là, il est avec son enfant à l'heure actuelle, alors que ça fait 2 ans qu'il ne l'avait plus vu. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui aurait des choses à raconter, qui peut être intéressante. Et sinon, en français, bah, t'as déjà fait une interview avec Yann? Non, je n'ai pas fait d'interview avec Yann. Et d'ailleurs, j'ai une petite stratégie pour Yann, parce que Yann, on lui a proposé 3 fois déjà, et à chaque fois, il refuse. Ouais. Alors, ce n'est pas grave, parce que Yann, on t'aime et on t'aime tous, mais sache que dans peu de temps, tu vas recevoir une vidéo, Yann, où je vais prendre tous les magiciens, avant Laurent et Laurent compris, qui ont dit qu'ils te veulent sur ce format, parce qu'il y en a plein, voilà, tout simplement. Et donc, tu vas recevoir une vidéo avec qui est-ce que tu pourrais me recommander? Yann Frisch, et tu vas recevoir une vidéo comme ça pour te forcer à venir. Enfin, Ouais. ça ne te force à rien, mais on a très envie de t'avoir sur le format. Mais oui, bien sûr. Oui, Yann pourrait être intéressant. Bah, Raphaël Navarro aussi, hein, Alors là, si tu peux envoyer un message à Raphaël, c'est génial. je peux essayer d'envoyer un message à Raphaël. Mais je crois qu'on va s'appeler rapidement. Je vais parler de toi si tu veux. Ah Je crois que bah, j'en parle de vive voix que d'envoyer des messages. Comme ça, ouais, je peux poser des questions. ah bah, c'est génial. Si, enfin, je veux dire, Raphaël Navarro et Artem Checking, c'est génial, c'est parfait, c'est top, c'est Bah, canon. écoute, je vais essayer de te mettre en contact. Bah écoute, Ça va. Laurent. C'est le moment, si tu as envie de dire un dernier mot ou quelque chose pour clore cette interview, c'est le moment de le faire. Et si ce n'est pas le cas, moi je mettrai un terme avec les formes usuelles que nous avons l'habitude d'avoir. Bah, si, je voulais quand même tout aussi, parce que le travail que je fais, c'est évidemment un gros travail d'équipe. On est beaucoup dans notre compagnie, qui est la compagnie Alogic. Et donc, je veux encore remercier une dernière fois Hugo Van de Plas, qui malheureusement n'est pas là, mais qui m'aide beaucoup dans le travail. Sylvia Del Supect, qui m'accompagne, qui nous aide à la dramaturgie. Tous mes techniciens, tout le monde, Renan, Lucas, Olgy, tous ceux-là qui ont toujours aidé, qui m'ont toujours soutenu dans ce choix. Et donc voilà, ça c'est aussi une chose qui est très importante pour moi en magie, c'est le travail d'équipe. On n'a pas vraiment abordé, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la différence. C'est les gens avec Ouais. qui on peut s'entourer et les gens et l'alchimie qu'on peut trouver avec des amis pour arriver à faire la plus belle magie possible. Est-ce que tu souhaites que nous fassions un dernier crochet pour parler du travail d'équipe? On peut, hein? On peut tout à fait, mais c'est à toi de me dire, Écoute, évidemment. non, non, mais il y a pas de truc, tu vois, c'est aussi à ça que ça sert à récupérer les derniers sujets dont on souhaite parler. Donc, Compagnie à logique, qui a été créée en
la compagnie Allogic officiellement en tant qu'ASBL, enfin que en France vous appelez ça Association Loin 1901 ou truc comme ça. Ouf, ouais. C'est une association sans but lucratif. En Belgique, c'est ASBL. Là, donc l'association a été créée en 2018, mais on travaille ensemble depuis 2011. Et comme je disais, en fait, c'est vrai que pour moi, le travail d'équipe, c'est une des meilleures choses à faire en magie parce que les magiciens ont souvent tendance à penser qu'ils peuvent être à la fois magiciens, scénographes, chorégraphes, faire la musique, la lumière, les machins. En fait, c'est pas possible. Je veux dire, il n'y a aucun magicien dans le monde, enfin, aucun magicien connu et reconnu qui peut faire tout lui-même. Tous les plus grands magiciens qu'on connaît, ils ont tous des équipes de malades autour d'eux pour arriver à faire la meilleure chose. Et donc pour moi, comme je disais au début, quand j'ai voulu faire la magie théâtrale, il fallait que je trouve quelqu'un avec un regard extérieur. J'ai trouvé Hugo, ça a matché assez vite, et depuis, ben, on travaille ensemble parce qu'on a un très bon ping-pong. On a une idée, l'autre dit plus, et machin, et bazar. Avec mon numéro de balmousse, par exemple, on commençait, j'avais 300-400 balmousse. Hugo était là, il en faut plus, il en faut plus. Et c'est lui qui m'a poussé pour arriver au final à faire pleuvoir des balmousses. Donc avoir quelqu'un avec soi qui va comprendre notre façon de travailler et qui va nous permettre de nous pousser pour aller plus loin, c'est quelque chose de très bénéfique, je pense, dans le travail. Et puis après, voilà, si on part vraiment sur la création de spectacles complets, ben là, je pense que travailler avec un éclairagiste, avec un sondier, avec des gens pour nous aider à fabriquer des choses, à faire une scénographie, une dramaturgie, tout ça, c'est ultra important, évidemment. Hmm. Maintenant, c'est vrai aussi que c'est le problème, que c'est des choses qui coûtent cher et qu'il faut, voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une salle de répétition comme ça pour travailler, pour bricoler. Et c'est voilà, c'est aussi un procédé pour faire des dossiers, pour demander de l'aide, des résidences dans les théâtres. C'est des théâtres qui nous laissent le théâtre pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour travailler gratuitement en échange d'une représentation du spectacle une fois créé. Enfin, c'est toutes des choses, c'est toute une mécanique qui favorise grandement la créativité et qui nous permet de créer dans des bonnes conditions. C'est assez précieux en fait. Tu disais, tu as un bon ping-pong avec, je n'ai plus son prénom alors qu'on a parlé plein de fois, Hugo. je suis une Mhm. horreur, avec Hugo. C'est assez précieux parce que en réalité, ça suggère plusieurs choses. Ça suggère déjà de faire la rencontre, Mhm. qu'on comprenne l'univers de l'un et de l'autre, qu'on sache jusqu'où aller, qu'on ait une sensibilité artistique, Mhm. et puis surtout qu'on soit en mesure, et c'est pas tout le temps le cas, d'allouer du temps à la création et à ce temps de ping-pong. Donc en fait, Absolument. c'est euh, avoir quelqu'un avec qui on fait du ping-pong, c'est bien, mais avec quelqu'un avec qui le ping-pong match, c'est une Mhm. horreur à trouver. C'est dur, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré Hugo, j'ai travaillé avec personne d'autre que lui, je veux dire. On buvait des coups avec des copains. Ah, t'es metteur en scène. Ah, moi, je suis magicien. J'ai envie de faire un spectacle. Tu viens bien m'aider. Ah, oui. Ah, on s'arrange comment? Ah, on se démerdera. Ça a démarré vraiment sans prise de tête. Mais je pense que ce qui a aidé aussi, c'est qu'on a grandi ensemble. Et que, au final, moi, j'étais assez libre. J'avais des idées de ce que je voulais faire, mais c'était pas fixe. Lui avait avait aucune idée de ce qu'il voulait faire, mais il était en mode éponge à prendre ce qu'il y avait et à construire autour. Et je pense que c'est ça qui a bien marché aussi, c'est qu'on s'est laissé grandir ensemble et on a été voir les spectacles ensemble. Et lui aussi s'est pris une claque quand il a vu Anne Frisch. Enfin, on a un peu la même sensibilité artistique qui a évidemment matché, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de chance de le trouver aussi Hmm. rapidement. Et puis après, trouver une équipe fiable, Mm. et puis surtout être en mesure de les rémunérer, quoi, parce que ces gens-là, finalement, alors c'est pas d'une évidence folle, tu vois, moi, je suis en pleine créa de mon quatrième spectacle, qui Mhm. sera le premier spectacle complètement produit, subventionné, je l'espère tourné, enfin voilà, bon, donc je Mhm. rentre dans des galères de dossiers administratifs, je suppose même si la réputation en est correcte, que la France est plus chiante que la Belgique en termes d'administration et de C'est partout papier. pareil. Hein? Je crois que c'est partout pareil. Ouais. Donc c'est une galère. Et, heureusement qu'on a des amis avec lesquels la sensibilité match et avec lesquels on peut collaborer, rebondir, comprendre. Voilà. Donc c'est clair que rentrer sur le circuit administratif, une fois qu'on y est, c'est certainement plus simple parce qu'il y a une inertie qui se crée. Mhm. Même pour les résidences et tout. Là, je veux dire, Étienne Saglio qui va toquer à la porte d'un théâtre pour avoir une résidence, c'est pas. Enfin, voilà, le théâtre l'ouvre les bras, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Et quand on est jeune, c'est vrai, s'imposer sur le marché, c'est pas évident, quoi. C'est évident, tout à fait. Et c'est là, ben, d'où, moi, c'est le prix, évidemment, qui m'a ouvert ces portes. Avant ça, j'avais quelques résidences, mais dans des lieux vraiment autour de moi, des théâtres que je connaissais, qui me connaissaient, mais c'était une semaine par-ci, une semaine par-là. Et évidemment, quand je vais toquer à la porte de théâtre en disant on est champion du monde de magie, ben, c'est plus facile.
Ouais, ouais, ouais. Clair que ça aide et que, je ne vais pas me mentir, le prix nous a permis aussi de dire, allez, on repart en création rapidement. On a eu de l'aide par des gros lieux ici en Belgique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles faire des concours peut aider, évidemment, dans ce milieu-là, quoi. Bah ouais, carrément, carrément, bien sûr. Bon, bah voilà. Ben voilà. Chers tous, chères toutes, pardon, ouais, ouais, ça y est, qui avait cliqué sur cette interview en voyant le nom de Laurent Piron et qui ne savent absolument pas qui je suis. Je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien, mentaliste professionnel, ça fait 10 ans maintenant, donc ouais, je suis très content, je suis très heureux dans ma vie. Et ces interviews n'ont aucun but lucratif. Personne ne gagne d'argent, et elle a simplement pour objectif de vous transmettre des façons de penser et des paroles pour dresser un paysage global aussi. Si cette interview t'a plu et que ce format t'intéresse, sache qu'il y en a plein d'autres à regarder. Et qu'il y a de tout horizon et que si tu es un jeune qui cherche à se trouver dans le monde de la magie avec des façons de penser qui ne trouvent pas ses maîtres à penser, qui ne trouvent pas sa voie, eh ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose, tu n'auras pas un seul tour. C'est uniquement pour les nerds. Donc, abonne-toi, like, commente. Par ailleurs, si tu as un certain nombre de questions, d'interrogations qui te viennent en tête à la suite de cette interview, tu es en droit de les poser dans les commentaires et de nourrir cet espace dans la bienveillance et le partage. Quand cette interview sortira, Laurent pourra aller jeter un œil dans les commentaires et répondre aux éventuelles questions s'il y en a. Pour nous, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ils ont Benoît Rosemont. Ils ont Benoît Rosemont, Pas euh, mal. que je fais cet après-midi, que je fais à 15 heures. Donc, ils ont Benoît Rosemont la semaine prochaine. Donc, c'est un autre style tout à fait, mais c'est passionnant à plein d'autres échelles. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Laurent, merci pour ton temps. Merci Ah oui. pour ta bienveillance et ta passion. C'était très, très, très intéressant. Euh, on se voit donc normalement au festival en septembre. Ce sera peu après mon anniversaire, donc ça c'est très chouette. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent. Salut, bye bye.